Bon- Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé Le pastoralisme, réponse à la crise multiple au Sahel. C'est un webinaire qui est co-organisé par Oxfam et Vétérinaires sans frontières. Je commence par me présenter. Je m'appelle Koen Vantros et je suis chargé de plaidoyer pour Vétérinaires sans frontières en Belgique. Vétérinaires sans frontières est une ONG dont l'objectif est de soutenir l'élevage familial selon une approche One Health. Et nous travaillons en collaboration étroite avec des partenaires locaux pour apporter des appuis techniques en matière d'élevage et de santé animale, et aussi pour faire un plaidoyer en faveur d'une meilleure prise en compte du pastoralisme en Afrique. Et c'est dans ce cadre que nous organisons ce webinaire aujourd'hui avec Oxfam. Ce webinaire s'organise dans un contexte politique très important, avec notamment la volonté de la Belgique et du nouveau gouvernement de développer une stratégie belge pour le Sahel, confirmée par la note de politique générale de la ministre de la Coopération qui est sortie la semaine passée. Ceci n'est pas très étonnant vu les intérêts belges dans la région, notamment à travers sa coopération en matière de défense et de développement. On voit aussi qu'il y a cette même volonté au niveau européen, donc de développer une stratégie vis-à-vis du Sahel, parce que tout comme la Belgique, l'Union européenne et ses États membres interviennent aussi à travers un appui à la défense et aux programmes humanitaires et de développement dans le Sahel. Et c'est donc dans ce contexte que nous sommes réunis ce matin en compagnie d'experts et de représentants de la société civile pour échanger sur la crise actuelle en cours et sur les solutions qui peuvent être formulées pour y faire face. On fera aussi le point sur le rôle clé des communautés pastorales dans l'atténuation de la crise. Bon, avant de vous présenter nos orateurs du jour, je laisse la parole à Benoît de Wagener, mon collègue de Oxfam, pour vous présenter donc l'implication et le focus d'Oxfam dans l'organisation de ce webinaire. Donc, Benoît, la parole est à toi. Merci beaucoup, Koen, et merci à VSF et puis à tous les intervenants qui sont là avec nous aujourd'hui, particulièrement à ceux qui sont basés dans la région. On pense que c'est essentiel. Merci beaucoup à eux. Alors, Oxfam est actif dans tous les pays du Sahel occidental, de la Mauritanie au Tchad. Et nos partenaires et les communautés avec lesquelles nous travaillons nous racontent la crise, leur crise. Et au cœur de leurs analyses, il y a des points communs. Pour essayer de les résumer, à les entendre, cette crise s'ancre dans l'engrenage entre inégalités économiques, territoriales et un modèle de gouvernance défaillant. En d'autres termes, des inégalités d'accès à l'espace politique et décisionnel pour l'essentiel des populations, dans un contexte où il est vrai que la reddition des comptes et les droits humains sont insuffisamment respectés. Alors, aujourd'hui, après avoir souligné l'importance du rôle des femmes en juillet dernier, on met avec Vétérinaires sans frontières le pastoralisme à l'avant. Pourquoi? Parce qu'il incarne bien pour nous ces dynamiques où les plus fragilisés payent le plus lourd tribut face à la crise, alors même qu'ils peuvent activer des leviers contribuant à s'attaquer aux causes structurelles de la situation actuelle. Quand on parle de pastoralisme, on peut penser à la durabilité des modèles de production basés sur une polyactivité, à l'importance de l'universalité de l'accès aux services publics, etc. Enfin, et plus que jamais peut-être, l'intérêt politique de plus en plus assumé de l'Union européenne et de la Belgique au Sahel. Quelque part, on peut s'en réjouir, mais il doit nous rappeler que la responsabilité de nos États dépasse le seul cadre de la coopération au développement et de la réponse humanitaire aux urgences, aussi essentielles soient-elles. Et je pense que nos intervenants souligneront à quel point cette réponse humanitaire est importante et doit se faire dans de bonnes conditions, en ce compris avec une clarté entre approche strictement humanitaire et sécuritaire. Mais donc, au-delà de cette responsabilité, face à la fragilité, la cohérence des politiques pour le développement doit guider nos politiques commerciales, agricoles et migratoires notamment, pour par exemple que nous puissions, et je ne cite ici qu'un seul exemple mais qui nous est cher, que nous puissions arrêter les flux de poudre de lait qui menacent les moyens d'existence des communautés agro-pastorales que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc un grand merci à Koen et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Ben, pour ton intervention. Je vais maintenant passer à la présentation de nos invités. Donc, notre premier intervenant aujourd'hui sera Mathieu Pellerin, qui est analyste Sahel chez International Crisis Group et qui est aussi chercheur associé à l'IFRI. Ses pays de focus sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ensuite, nous écouterons M. Abbas Malam, qui nous rejoint depuis le Niger, où il est le secrétaire général du réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits et membre de la coalition citoyenne pour le Sahel.
Nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous M. Boubacar Sissé. Monsieur Boubacar Sissé, qui est coordinateur du Conseil régional des Unions du Sahel, ou le CRUS, et point focal du réseau Bilital Marobé au Burkina Faso. Son intervention sera suivie de celle de mon collègue Amadou Ouedraogo, qui est directeur pays pour Vétérinaires sans frontières Belgique au Burkina Faso. Et pour clôturer, Madame Séverine Delavallée, députée fédérale à la Chambre des représentants, nous donnera son avis sur le contenu des politiques belges et les développements actuels vis-à-vis le Sahel. Maintenant, avant de laisser la parole à Mathieu, je voudrais encore vous donner quelques instructions techniques, notamment ce qui concerne les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez utiliser l'option questions-réponses dans Zoom, que vous voyez aussi dans le logiciel. Et cette option vous permet de poser des questions écrites. Puis, pendant la session questions-réponses, nous reviendrons sur les questions qui sont posées on va essayer d'y répondre. Vous pouvez aussi constater le chat. Le chat est également actif. Cependant, nous vous demandons de l'utiliser uniquement pour vous présenter, afin que l'on sache qui participe au webinaire, nous tous. Si vous souhaitez intervenir oralement, donc pendant la session des questions-réponses, merci de lever la main, donc au moyen du bouton en bas de votre écran, et nous vous donnerons la parole avec plaisir. Juist nog even vermelden dat geen Nederlandstalige vertaling voorzien is vandaag, maar indien u vragen hebt in het Nederlands, dan kan u die gerust stellen en dan vertellen wij die graag voor u. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Mathieu Pellerin. Donc, Mathieu, the floor is yours. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler de la situation sécuritaire de manière générale, où on en est au Sahel, et aussi mentionner un peu les facteurs de violence au Sahel, sans spécifiquement me focaliser sur le pastoralisme. Alors, de manière générale, la situation sécuritaire, ce n'est pas un secret, ne connaît aucune amélioration qui soit substantielle et durable. C'est-à-dire que chaque succès militaire qui peut être enregistré n'indique pas nécessairement une amélioration de la sécurité. Et c'est bien le paradoxe qui existe aujourd'hui au Sahel. Si on prend depuis le début de l'année, il est vrai qu'il y a eu une impulsion militaire depuis le sommet de Pau, en tout début d'année 2020. La France, à travers Barkhane, a opéré un surge et effectivement a affaibli la branche saharienne de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle EIGS classiquement. Mais dans le même temps, on voit que ce terrain gagné à l'État islamique a été récupéré par JNIM, donc on va dire la filiale d'Al-Qaïda, d'AQMI au Sahara. Et ce regain de terrain de la part de JNIM s'est fait aussi avec l'appui et l'assentiment des populations qui sont traditionnellement plus rétives à la présence de l'EIGS, dont les actions portent atteinte aux intérêts des communautés beaucoup plus que JNIM. De même, la fragilisation de l'État islamique au Grand Sahara n'est pas seulement le fait de Barkhane, c'est à minima tout autant le fait de JNIM qui combat l'État islamique depuis le début de l'année, plus précisément depuis janvier 2020, et qui a chassé l'État islamique à la fois du centre du Mali, dans les régions de Ségou et de Mopti, mais aussi du Gourma malien, d'une grande partie du Sahel et du centre-nord du Burkina Faso. Donc là encore, les succès a priori visibles enregistrés militairement ne sont pas seulement le fait des opérations militaires, mais aussi les divisions entre ces groupes djihadistes. Si on compare la situation avant et après Pau, faut certes noter qu'il y a quand même une baisse réelle des attaques contre les forces de défense et de sécurité, à l'exception du centre du Mali, où ces attaques se poursuivent à peu près avec la même intensité, mais dans d'autres régions, que ce soit je dirais le septentrion du Burkina Faso, la zone du Liptako et en particulier dans la région de Tillabéri, on voit qu'il y a une baisse significative des attaques contre les forces de défense et de sécurité. Mais ça ne signifie pas nécessairement que les capacités de ces groupes sont réduites, ni même que leur capacité opérationnelle est proche du néant.
Ça signifie davantage qu'ils attendent sans doute que l'intensité des opérations diminue. Et dans le même temps, ils s'adaptent à l'évolution des dispositifs de sécurité nationaux qui ont tous évolué, avec notamment une plus grande mobilité des forces de défense et de sécurité. Et dans le même temps, ces groupes se reconstituent et surtout recrutent. Et c'est bien là tout le problème en fait au Sahel. On peut continuer tant qu'on veut des frappes contre des groupes dits djihadistes. Ça ne réglera pas le problème fondamental qui est celui du recrutement de ces groupes. Et c'est vraiment le cœur de la problématique qui aujourd'hui n'a trouvé, je dirais, aucune réponse dans aucune des zones d'opération djihadistes. Alors, je vais du coup m'attarder un peu sur cette question de recrutement. Il faut rappeler une réalité qui est devenue basique, c'est que les insurrections djihadistes au Sahel sont bien moins l'expression et le fait de groupes qui sont religieusement convaincus au départ que de groupes qui ont pris les armes soit pour se défendre face à d'autres groupes armés qui préexistaient aux groupes djihadistes, soit pour se révolter contre un système de gouvernance qui presque structurellement produit des injustices, que ce soit des injustices communautaires, donc souvent politiques, judiciaires, économiques ou sociales. Donc il s'agit véritablement, je dirais, d'insurrection. Et c'est important, je pense, d'insister sur ce point parce que ça oriente aussi la réponse. Tant qu'on n'arrive pas à régler ce qui pousse des acteurs à rejoindre, à s'insurger, à rejoindre ces insurrections, on ne trouvera pas de réponse satisfaisante et durable à la crise que connaît le Sahel. Alors, je dis que c'est une réalité devenue basique parce qu'on est un certain nombre de chercheurs depuis 2016 à avoir écrit et il y a une unanimité de points de vue sur les causes, les moteurs de la violence au Sahel. Donc sur la réalité, le constat, il est, je pense, assez unanime aujourd'hui, mais les réponses ne sont pas forcément adaptées à cette réalité derrière. Alors, juste une petite nuance avec ce que je dis, hein, le fait de dire que le moteur de l'engagement djihadiste n'est pas à l'origine religieux ne veut pas dire qu'une fois que les individus rejoignent ces groupes, ils ne s'engagent pas réellement religieusement. Je dirais que la radicalisation, hein, si on emploie un terme assez fort, s'opère finalement plus après l'enrôlement qu'avant, que lors de l'enrôlement. Je pense que c'est une nuance aussi importante à considérer. Aujourd'hui, le moteur des violences n'est finalement même plus cette gouvernance structurellement inégalitaire, ou plus seulement, c'est, je dirais, davantage les exactions perpétrées par à la fois les groupes d'autodéfense, que ce soit au Burkina Faso, les volontaires pour la défense de la patrie, anciennement, et aussi Cogléogo, hein, ils coexistent ensemble, mais aussi dans certaines parties du Burkina et surtout au centre du Mali, des groupes constitués en partie de Dozo, mais qu'on vient de différencier quand même les Dozo, surtout de Dana Ambassagou, qui est au centre du Mali le groupe qui a commis le plus de violences, mais aussi des armées nationales qui ont perpétré et qui continuent de perpétrer beaucoup d'exactions. Et je pense que c'est probablement le point le plus important à marteler ici. Il faut que les violences contre les civils cessent. Alors, certains invoquent le droit international humanitaire pour le condamner, certains invoquent des enjeux de droits de l'homme. Plus prosaïquement, personnellement, je dirais que c'est surtout parce que c'est tout à fait contre-productif, y compris lorsque des civils sont suspectés de collusion avec des groupes djihadistes et même de collusion passive. Je prends un exemple, vendre son bétail sur un marché qui peut servir d'approvisionnement à des groupes djihadistes ne fait pas de vous un djihadiste. Et je pense que c'est une réalité qui convient de considérer avec beaucoup plus d'attention, parce que ça peut expliquer aussi la perpétuation d'exécutions sommaires et parfois de masse. Les uns disant que ce sont des civils innocents, les autres disant que ce sont des civils dont on sait qu'ils sont suspectés d'eux. Et je pense qu'il y a un hiatus aussi sur la définition de qui est djihadiste et qui ne l'est pas. Beaucoup de civils sont finalement contraints à une collusion passive parce que simplement ils évoluent dans des zones où ce sont les groupes djihadistes qui aujourd'hui clairement font la loi. Donc ils n'ont pas d'autre choix aussi que de suivre les injonctions qui sont posées par ces groupes. Donc il faut vraiment que les violences contre les civils cessent, tout simplement parce que quand l'armée ou quand des groupes d'autodéfense tuent des dizaines de civils, parfois les chiffres montent à 100, 150, vous pouvez être sûr que les parents de ces individus n'ont qu'une envie, c'est de prendre les armes pour se venger. Et c'est, de mon point de vue aujourd'hui, le moteur de ce qui nourrit le recrutement des groupes djihadistes. Il ne faut pas s'étonner, par exemple, de la croissance exponentielle et qui a étonné tout le monde de l'État islamique au Grand Sahara en 2019.
c'est l'année où il y a eu le démarrage de violences de masse, notamment au Burkina Faso, mais aussi au centre du Mali. Et beaucoup d'individus ont rejoint justement l'État islamique pour se venger. Chose qu'ils ne peuvent pas faire au sein de JNIM. C'est tout à fait important de le mentionner, parce que JNIM n'autorise que très peu la vengeance communautaire, à la différence de l'État islamique. Et il faut le dire très clairement, et c'est là que ça renvoie aussi à la question du pastoralisme, c'est que l'immense majorité des personnes exécutées sont des nomades. Et je le dis je dirais sans tabou, majoritairement Peuls, mais aussi Touaregs. Et la fracture, finalement, entre l'État et ses communautés ne cesse de s'approfondir, ne cesse de s'aggraver. Et plus la lutte antiterroriste passera par des violences, je dirais, indiscriminées à l'encontre de membres de ces communautés, plus la fracture avec l'État s'agrandira. Les violences qui ont été perpétrées depuis 2018 et surtout 2019, comme je l'ai mentionné, contre les membres de cette communauté, je pense, ont semé les graines d'insurrection parmi les familles, parfois les villages qui ont été victimes de ces violences, et ça risque de durer malheureusement plusieurs générations. Voilà sur le constat, le constat qu'on peut faire. Alors très rapidement, j'espère que je ne dépasse pas trop mon temps, je n'ai pas calculé, je m'excuse. Il est du coup, suivant ce diagnostic, vraiment essentiel de rééquilibrer la réponse essentiellement sécuritaire aujourd'hui qui est apportée, avec des réponses plus politiques. Je laisse le côté humanitaire pour les personnes qui maîtrisent mieux cet aspect-là. Pourquoi c'est important? Non seulement à titre préventif, parce qu'il est vraiment essentiel d'opérer des réformes politiques qui puissent réduire les injustices dont j'ai parlé précédemment, injustices qui sont le fruit de modes de gouvernance devenus structurellement inégalitaires. Et ce sont surtout les inégalités horizontales entre groupes sociaux essentiellement, et ça renvoie à la question des éleveurs, qui favorisent la prise des armes beaucoup plus que les inégalités dites verticales. Donc voilà, des réformes politiques qui vraiment limitent, réduisent ces sources d'injustice sont vraiment urgentes pour élaborer une politique de prévention contre les conflits et la violence au Sahel. La réponse politique, ça suggère aussi d'améliorer la gouvernance de la sécurité, et ça renvoie à une double problématique que j'ai mentionnée, c'est vraiment de limiter les exactions en encadrant effectivement l'action des forces de défense et de sécurité, et ça relève très largement du politique. Et aussi une régulation plus effective des groupes d'autodéfense, et là encore, c'est éminemment politique parce qu'on sait que dans beaucoup de contextes, ces groupes servent des intérêts politiques et ou communautaires. Donc la réponse doit être essentiellement politique. Et on voit bien, depuis le début de l'année, notamment depuis Pau, il y a un discours, y compris porté par la communauté internationale, qui essaye d'œuvrer à ce que ces violences soient limitées. Malheureusement, dans les faits, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et ces violences se poursuivent dans encore beaucoup de zones. Et enfin, je terminerai par mentionner aussi, alors ce n'est pas forcément une réforme, mais je dirais c'est une approche politique qui entrevoit aussi comme réponse la possibilité de dialoguer avec les groupes djihadistes. Bon, chez International Crisis Group, on plaide de longue date pour cela, mais j'aimerais préciser quand même que, parce que je sais que la question du dialogue crispe un peu les esprits, derrière le terme de dialogue, il faut bien avoir en tête qu'il y a des niveaux de dialogue et des types de dialogue qui sont très différents. On peut dialoguer avec les émirs des différentes katibas des groupes djihadistes. On peut dialoguer avec des middle ranks officers qui, du coup, au niveau intermédiaire, permettent de potentiellement démobiliser des unités de ces groupes. Et on peut aussi dialoguer au niveau des combattants. Et les combattants sont bien souvent ceux qui attendent qu'il y ait une main tendue de la part des autorités de leurs États respectifs pour quitter les rangs de ces groupes. On a vu qu'au Niger, ils ont tenté de le faire à Difa avec les 10 repentis de Boko Haram. Et il y a des initiatives, je dirais, ça a entraîné une série de réflexions, tant au Burkina qu'au Mali, sur la perspective de multiplier ce type d'initiative. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, bien évidemment, je sais que ces problématiques suggèrent beaucoup de questions, donc je me tiens disposé à vous répondre ensuite. Super, merci beaucoup Mathieu, c'était super intéressant. Je pense que ton intervention me permet aussi de remettre
un peu le pastoralisme et ce qui se passe au Sahel. Donc, pour les participants, si déjà vous avez certaines questions, vous pouvez donc utiliser l'option questions-réponses pour déjà formuler vos questions vis-à-vis de Mathieu, et on reviendra là-dessus pendant la session questions-réponses. Donc voilà, on passe à notre deuxième intervenant, qui est donc Monsieur Abbas Malam, qui nous rejoint donc depuis le Niger. Abbas est aussi membre de la coalition citoyenne pour le Sahel. Et pour ceux qui ont participé à l'audition au Parlement il y a 2 semaines, donc sur le Sahel qui avait aussi participé. Donc à ce moment-là, donc voilà, Abbas, il représente la même coalition. Donc voilà, Abbas, la parole est à vous. Merci, Con, en espérant que ma connexion ne va pas me lâcher parce que j'entends que ça commence à grisailler. Ceci dit, je voudrais quand même au tout début préciser et insister sur le fait que le pastoralisme ici au Sahel, en tout cas de façon particulière, peut-être plus largement en Afrique de l'Ouest, est plus qu'un simple mode d'élevage ou même un mode de production. C'est en réalité un mode de vie. Et comme tel, un certain nombre de dispositions légales au Niger, par exemple, reconnaissent le pastoralisme et le droit de mobilité comme un droit fondamental. Et au niveau communautaire également, la décision de la CEDEAO relative à la transhumance entre les États membres reconnaît aussi ce droit pour les pasteurs de mouvoir d'un État à l'autre à l'intérieur de l'espace de la CEDEAO. Donc, c'est extrêmement important cette précision. Et à partir du moment où on part de ce postulat que c'est un mode de vie, cela implique que toutes les dynamiques au sein des États considérés et au sein des organisations communautaires doivent l'intégrer de cette façon, ce qui permettrait un traitement plus global de la question que lorsqu'on l'isole comme quelque chose à mettre à part. Ceci dit, quelle analyse on peut faire aujourd'hui de la situation du pastoralisme au Sahel? Alors, de mon point de vue, on peut tout de suite noter qu'il y a une certaine insuffisance de la considération et de l'intégration du pastoralisme dans les politiques publiques dans les pays du Sahel. On peut aussi constater que le pastoralisme ne bénéficie pas toujours des appuis pertinents, en tout cas appropriés de la part des partenaires techniques et financiers. Peut-être que ce deuxième aspect est lié au premier, étant entendu que dans la plupart des cas, les partenaires appuient les politiques publiques des États partenaires dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations de ces États, au-delà ou en mise à part les questions d'amélioration de gouvernance politique, qui même elles sont censées, sont faits ces appuis pour améliorer les conditions de vie. Un troisième élément que je souhaite mettre en exergue, c'est que la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière telle qu'elle se fait actuellement en zone Sahel, elle met très mal le pastoralisme et les communautés pasteurs, et elle a le risque, elle comporte en tout cas beaucoup d'éléments de risque de déstructurer ce mode de vie qui est pourtant très très important pour la paix, la sécurité et même le développement de la zone et au-delà des pays. Et je souhaite aussi mettre en exergue le fait que la dimension pastoralisme n'est pas suffisamment exploitée dans la prévention et gestion des conflits communautaires. Je reviendrai très rapidement sur chacun des points évoqués. Quand je disais que le pastoralisme ne semble pas être suffisamment considéré et intégré dans les politiques publiques, je n'ai pour preuve, je parle des politiques publiques qui sont faites et à travers lesquelles l'État et les collectivités territoriales, selon les niveaux de responsabilité, sont censés travailler soit à créer les conditions, soit à fournir des services devant satisfaire les besoins des populations. Donc, c'est les politiques sanitaires, c'est les politiques hydrauliques, c'est les politiques éducatives. Quand on regarde ces politiques, certains critères
ou certaines normes ou conditions d'installation ou de création de ces services qui sont censés fournir, satisfaire les besoins des communautés, des populations. Donc, ces critères ne sont pas toujours en phase avec les critères et avec la situation des zones où vivent les pasteurs, parce que ces politiques mettent généralement comme critère essentiel le nombre de personnes, comment on dit, la présence des hommes et des femmes, la présence humaine. On sait que les pasteurs et les zones pastorales, qui est leur zone de prédilection, sont caractérisées plutôt par la rareté, si je peux me permettre l'expression, des personnes. Et donc, du coup, on se retrouve avec un maillage en termes de services publics nettement inférieur à ce qu'on pourrait trouver en zone sédentaire. Et on parle toujours de l'absence de l'État dans ces zones, l'État entendu comme service public, mais cette absence se justifie ou tire sa source, de mon point de vue, à partir des politiques publiques qui déterminent comment l'État doit installer et entretenir les services publics sur l'ensemble de son territoire. S'agissant donc de l'appui ou des appuis des PTF, ces appuis, effectivement, je les trouve pas toujours appropriés parce qu'effectivement, dans la plupart des cas, ces appuis aident les États à mettre en œuvre ces politiques qui déjà, on peut considérer, contiennent ces lacunes et elles ne sont pas toujours favorables aux zones pastorales. Il y a des fois où on peut vous faire une comparaison quelque peu choquante de ce qu'on a investi dans une zone pastorale en comparaison avec ce qu'on a investi dans une zone pastorale. Et c'est dire que, bon, enfin, il y a du travail à faire pour faire évoluer les esprits par rapport à ça. Parce que pour construire une classe dans une zone pastorale isolée, peut-être que vous avez besoin de 2, 3, voire 4 fois plus de moyens dont vous avez besoin pour construire une classe en zone sédentaire où tous les matériaux sont là, où la main-d'œuvre qualifiée est là, et tout ce qui contribue à construire cette classe. C'est valable aussi pour n'importe quel service public qu'on va prendre en termes physiques, mais la même chose aussi, service public en termes de soft. Donc, comment on dit, le service en tant que tel qui interviennent. Donc, les partenaires appuient ces politiques, et voilà, et quelquefois, on va voir des programmes qui sont là pour appuyer exclusivement l'aspect pastoralisme. Et je vais peut-être retourner un peu en arrière pour dire, oui, on a aussi certaines politiques ou certaines stratégies exclusivement dédiées au pastoralisme. À mon avis, ce n'est pas une bonne approche parce que le pastoralisme, comme je dis, c'est un mode de vie, c'est une dynamique et je verrai après que c'est dans l'ensemble qu'il faut considérer l'aspect pastoralisme et non pas à l'isolant. Et donc, les PTF ont aussi un travail, je pense, d'analyse à faire par rapport aux appuis et y compris dans le sens d'amener l'État justement à considérer le pastoralisme tel que je suis en train de le voir. Le troisième élément, Mathieu l'avait soulevé sous l'angle proprement sécuritaire, c'est la lutte contre le terrorisme. Et on dit la criminalité transfrontalière organisée. Cette lutte telle qu'elle est en train d'être menée aujourd'hui, elle met très très mal le pastoralisme. Elle le met très mal en ce sens que il ne faut pas oublier que pour l'essentiel, les activités ou les lieux qui servent de refuge de ces groupes armés non étatiques contre lesquels donc, les États, avec même les partenaires, sont en train de combattre, ces zones-là, c'est des zones pastorales. Et donc, c'est par excellence les zones où circulent et vivent les pasteurs avec leur bétail. Et du coup, ces pasteurs se retrouvent dans une situation où ils ont affaire d'un côté à ces groupes armés non étatiques et de l'autre à des militaires et où l'État, de façon plus largement, qui lutte contre ces groupes armés. Et du coup, ils se retrouvent comme dans une sorte de deux feux. Ils se retrouvent entre deux feux, alors que d'un côté, avec les groupes armés non étatiques, beaucoup d'études, en tout cas, l'ont révélé, beaucoup d'analyses de terrain, c'est que les pasteurs, avec leur bétail, ils ne peuvent pas se réfugier, se replier dans des zones urbaines.
du coup, ils essayent d'adopter une politique de survie, y compris en composant avec les groupes armés non étatiques, sans pour autant être ni de ces groupes, encore moins partager leur idéologie ou contribuer à leurs actions. Et voyant qu'il reste, qu'il évolue dans ces zones, évidemment que du côté État, ils sont soupçonnés d'appartenir ou d'être complices de ces groupes armés, et du coup, ça les met vraiment très, très mal à l'aise. Donc, non seulement ils ne réussissent pas à exécuter, comment on dit, à conduire leur activité de façon convenable, mais en plus, ils sont quelque peu coincés de part et d'autre, et je verrai après, c'est mon dernier point là-dessus, c'est que la dimension pastoralisme n'est pas non plus véritablement considérée dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. Avec justement cette lutte, et c'est peut-être le troisième feu qui brûle sous les pieds, je dirais, des communautés pasteurs, c'est qu'ils sont de plus en plus aussi éloignés ou des autres communautés qui, du coup, les soupçonnent d'appartenir ou d'être complices, ou en tout cas d'être au moins complaisants avec les groupes armés non étatiques, ou même de façon très claire pour certains, les groupes djihadistes, terroristes. Mathieu rappelé tout à l'heure que pour l'essentiel, c'est eux qui ont fait les frais en termes de victimes voilà, dans cette lutte, que ce soit du côté groupe armé non étatique ou groupe terroriste, ou même du côté de certains actes des forces de défense et de sécurité. Le pastoralisme, c'est quelque chose qui, si on l'est considéré, permettra évidemment non seulement la régulation de l'écosystème en variant les productions, en permettant justement la régénération, mais même du point de vue social, si les relations de l'État sont bonnes avec les communautés des pasteurs, ça pourrait grandement contribuer à réduire les conflits communautaires. Beaucoup de dispositifs prévus, par exemple pour le cas du Niger, pour la promotion du pastoralisme, que ce soit depuis les premiers jours des indépendances. Je fais référence notamment à la loi de 1961 qui a séparé ou divisé le pays avec d'un côté ce qu'on appelle la zone nord, la zone sud des cultures, et de l'autre la zone nord réservée à l'élevage, mais bien d'autres dispositifs, y compris ceux déterminant des enclaves pastorales, des couloirs de passage, des points d'eau, etc. Et si tous ces dispositifs aussi étaient effectifs, mis en place avec la volonté de l'État et des collectivités territoriales. J'insiste sur les collectivités territoriales, des fois on les néglige, mais ces questions sont très importantes au niveau des collectivités territoriales, et c'est à ce niveau qu'on peut leur trouver beaucoup de solutions. Donc, si on faisait marcher, on rendait effectif ces dispositifs, mais beaucoup de conflits communautaires auraient trouvé évidemment leur solution, ou ne se seraient pas produits, ou à tous les mois seraient considérablement réduit. Tout ce que le Code rural nigérien a prévu pour protéger et garantir l'activité pastorale, ça devait permettre à ce que ça fonctionne de façon à réduire considérablement les conflits communautaires. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, on constate que dans la plupart des cas, ces dispositifs sont remis en cause, ils ne sont pas respectés. Plein de champs, des ranchs dans les espaces pastoraux, les couloirs de passage sont obstrués, les collectivités territoriales ne font pas ce qu'elles doivent faire pour garantir suffisamment la mobilité des pasteurs et de leur bétail. Et évidemment, on est dans une sorte d'engrenage par rapport à cette question, et on n'arrive toujours pas à s'en sortir, et ça ne fait que c'est compliqué avec les nouvelles formes d'insécurité, les nouveaux germes rentrent dans les communautés, et ça fait que finalement les rancunes qui étaient
beaucoup plus sous l'angle professionnel, je dirais, sous l'angle activité, prennent d'autres considérations, voilà, juste même idéologiques peut-être, et ça devient plus compliqué. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut suggérer? Premier élément que je suggère, de mon point de vue, c'est vraiment de travailler à l'intégration du pastoralisme. Abbas, je suis désolé de t'interrompre, mais tu peux clôturer ton intervention parce que sinon on va oui, pas c'est respecter le dernier point. le temps. Juste le dernier point. Ok, oui. merci. Oui, merci. Voilà, mon dernier point, c'est l'intégration du pastoralisme dans les politiques publiques et programmes étatiques de développement socio-économique. Et ce, je précise bien, au-delà des politiques et stratégies sectorielles relatives au pastoralisme. Concrètement, ça veut dire que quand on élabore une politique sanitaire, une politique éducative ou hydraulique, on l'a fait pour l'ensemble des communautés en intégrant les communautés pastorales avec leurs spécificités, plutôt que de faire une politique nationale pour tous, entre guillemets, et ensuite faire autre chose pour les pasteurs. Travailler aussi à l'engagement réel et soutenu de l'État et des collectivités territoriales pour rendre effectifs, comme j'ai dit, les dispositifs qui sont là et qui sont bons, qui sont très bien organisés, en tout cas pour le cas du Niger et dans une certaine mesure pour le Mali et le Burkina que je connais un peu moins. Et pour finir, je pense qu'il faut revoir cette approche consistant à traiter séparément le pastoralisme des autres dynamiques. Allô? Il faut plutôt l'intégrer dans les autres dynamiques. Allô? Et Oui. lui donner la place qu'il mérite, Oui. et non pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. Je vous remercie. Merci. Désolé d'avoir débordé. Non, mais il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Abbas. C'était très intéressant et je pense que avec ta présentation, permet de faire le pont aussi avec notre prochain intervenant, qui est donc Boubacar Cissé. Donc, Cissé est le coordinateur du Conseil régional des unions du Sahel, donc le CRUS, et point focal aussi du réseau Bilital Marobé au Burkina Faso. Cissé va nous éclaircir un peu par rapport à l'impact aussi de la crise actuelle du Covid sur le pastoralisme, parce que l'RBM a beaucoup travaillé là-dessus et continue à travailler là-dessus. Donc, Cissé, je vous donne la parole. Merci aussi de respecter les délais qu'on a mis en avant. Merci, Koun. Bonjour à tous, également et à toutes. C'est un plaisir pour moi, à la fois aussi un devoir de partager un peu notre point de vue en tant qu'acteur de la société civile pastorale au niveau de la zone de l'Iptako-Gourma précisément, et surtout de préciser le contexte. Je pense que Mathieu en a beaucoup parlé de manière éloquente. Je voudrais juste partager un peu quelques éléments sur le contexte. Slide. Diapo. Alors, nous parlerons beaucoup plus sur la région appelée l'Iptako-Gourma, qui est une zone frontalière entre le Mali, le Burkina et le Niger, et selon nous qui touche essentiellement la région du Sahel du Burkina, la région de Tillabéri au Niger, le cercle de Gao et de Tombouctou au Mali. C'est une région, il faut le préciser, extrêmement riche, voire très riche en ressources naturelles. Les plus grandes compagnies minières, notamment d'exploitation de l'or, sont situées dans cette zone. 30% du cheptel animalier de 3 pays est situé dans cette zone. Alors, mais malheureusement, la situation actuelle ne permet pas à ces communautés de vivre de leurs ressources, de leurs richesses. Je ne reviens pas sur la violence, ça a été déjà décrit par Mathieu, mais il y a d'autres phénomènes qui se développent qui sont beaucoup plus de conflits intercommunautaires. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, dans certains villages, quand vous vous présentez en tant que Peul, les enfants fuient.
Nous l'avons vécu au Burkina, au niveau de la zone centrale du Burkina. Il y a eu aussi des gens qui ont été exécutés pour tout simplement que parce que quand les groupes armés ont vérifié leur identité, ils ont trouvé le nom de famille Maïga, donc assimilé à des volontaires de protection civile. Un jeune même de Dori qui a été exécuté au niveau de la zone frontière Niger-Burkina. Donc, cette situation de conflit intercommunautaire est devenue un phénomène extrêmement fort et grave. Et du coup, la fracture entre les groupes est là. Cette situation a eu pour des effets néfastes. Vous avez certes toutes les données fournies par OCHA, mais également des données fournies par le RBM à travers son suivi. Juste pour illustrer l'ampleur de la situation, simplement au Burkina Faso, vous avez à peu près aujourd'hui 3 millions de personnes qui sont dans le besoin d'assistance humanitaire. Près d'1 million de personnes déplacées internes. Alors, plus de 2000 écoles fermées, ce qui touche environ 350 000 enfants qui ne partent pas à l'école, soit parce que les écoles sont fermées, soit parce que les écoles sont inaccessibles. Mais au-delà des chiffres, observez que cette situation touche essentiellement les femmes et les enfants. Vous pouvez vous rendre compte que dans la tradition de cette partie sahélienne, pour aller au petit coin, comme on le dit dans les jargons de l'enfance, on va derrière les concessions, au niveau des buissons. Aujourd'hui, aucune femme dans certains villages ne peut s'aventurer à aller derrière le buisson pour se soulager. Parce qu'elles sont victimes de viols, parce qu'elles sont victimes d'assassinats, elles sont victimes de certains sévices également corporels. Elles ne peuvent pas aller se soulager. Le ramassage de bois de chauffe est quasi impossible pour elles. Vous avez aujourd'hui l'impossibilité pour une grande partie de cette zone-là d'avoir accès à l'état civil parce qu'il faut parcourir au moins 100 km pour pouvoir avoir accès à l'état civil. Tout ça, c'est l'impact de cette situation, non seulement d'insécurité, mais également de Covid. Parce que le Covid-19 également est venu plomber toute l'économie des ménages et l'économie locale. Je vous donne un exemple. Dans la seule ville de Dori, il y avait 12 mini-laiteries qui approvisionnaient les cantines scolaires au niveau des écoles, grâce à l'appui de certains partenaires, notamment le PAM. Avec Covid, les écoles sont fermées. Par jour, c'était autour de 1200 litres jour que les femmes approvisionnaient les écoles. Avec la fermeture des écoles, elles se retrouvent avec environ 300 litres jour. Tous les marchés à bétail ont fermé lorsque le gouvernement avait pris des mesures de barrière. Du coup, les 300 têtes qui venaient par jour de marché à Marcoy ou à Diou n'étaient plus là. Il n'y avait plus de trafic entre Dori et Terra. Il n'y avait plus de trafic entre Gossi et Diou. Et cela a favorisé le développement des trafics parallèles illicites, des faux marchés à bétail, des animaux, l'enlèvement des animaux vendus dans des endroits pas du tout contrôlés. Donc tout ça, c'est juste pour décrire combien cette situation frappe les pasteurs. Alors, on est tenté de poser la question maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et nous pensons que ce qu'il faut d'abord, les prédécesseurs l'ont dit, notamment Mathieu et notamment Abbas, il faut que les éleveurs pasteurs soient considérés comme des communautés de pays et non des communautés sans pays. Il faut d'abord qu'ils soient considérés comme citoyens à part entière, même s'ils n'ont pas de possession foncière continue, telle que perçue par les autres. Deuxième élément, je pense qu'il faut également sécuriser l'accès aux zones pastorales.
Parce qu'aujourd'hui, à cause des opérations militaires, il y a des zones où on n'y peut pas avoir accès. À cause du couvre-feu, le pâturage nocturne est quasi impossible. Il y a des zones où on dit, ici c'est une zone militaire, vous n'avez pas accès. Et donc, pour survivre, certains pasteurs sont obligés de se concentrer dans des zones dites sécurisées, et cela dégrade les ressources naturelles, bien sûr. Ça, vous le savez mieux que moi. Mais même dans les mesures dites pour faire face au Covid, les pasteurs ne sont pas quasiment pris en compte. Les opérations de compensation, pas du tout. Les États n'ont pas apporté de soutien aux laiteries qui ont fermé. Les États n'ont pas apporté aux éleveurs au marché à bétail qui ne peut plus s'ouvrir. Les États n'ont pas apporté aux éleveurs le soutien qu'il faut parce qu'ils ne peuvent plus vendre leurs animaux facilement. Et même l'information sur le Covid, ça n'atteint pas les pasteurs parce qu'éloignés des zones souvent dites zones sécurisées. Et ça, les États doivent vraiment prendre des dispositions pour pouvoir prendre en compte cette situation. Mais aux partenaires techniques et financiers, je pense qu'aujourd'hui, si le minimum de l'accès humanitaire est garanti, c'est grâce aux acteurs locaux. Parce qu'il y a des endroits où aucune ONG internationale n'a accès. Il y a des endroits où l'État n'existe même plus. Et ceux qui font le travail humanitaire, généralement, ce sont les acteurs locaux, à travers des organisations de la société civile, à travers d'autres associations. Et pour cela, il faut renforcer leurs capacités en les aidant à pouvoir faire face aux crises pastorales. Et il faut aussi que l'Occident, et particulièrement certains pays, revoient leur politique agricole, notamment sur le lait, qui plombe le lait local aujourd'hui en termes de concurrence déloyale. Et ça peut aider à relever la situation économique chaotique des ménages de pasteurs. Et il faut maintenant commencer à préparer le retour et la réinsertion des déplacés internes, aussi des réfugiés. Je pense qu'au vu du temps, nous pouvons faire plus d'une semaine à expliquer la situation, à donner les impacts, mais nous pensons que vu le temps, nous pouvons nous limiter là et je vous remercie. Merci beaucoup, Cissé. Ça a été très intéressant. Je pense aussi que le lien que tu as fait, notamment avec le lait, ça rejoint aussi d'autres activités de plaidoyer que nous menons justement ensemble aussi avec nos partenaires, avec Oxfam, et aussi donc, dans le cadre des deux campagnes qui se roulent de façon parallèle donc, en Europe et en Afrique de l'Ouest, avec notamment n'exportant pas nos problèmes en Europe et mon lait local en Afrique de l'Ouest. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue Amado Ouedraogo, qui est notre directeur pays donc pour Vétérinaires sans frontières Belgique au Burkina Faso, et qui donnera un peu l'avis d'une ONG internationale qui intervient donc dans cette crise actuelle au Sahel, et notamment soutien des communautés pastorales. Donc, Amado, la parole est à toi. Amado, ton micro est toujours en off. Tu peux l'allumer, s'il te plaît? Vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Nickel. OK, super. Merci à tous les participants à ce webinaire. Comme Koun l'a dit, je vais essayer de rappeler de façon rapide ce qu'une ONG internationale comme Vétérinaires sans frontières fait en soutien aux acteurs qui évoluent dans le pastoralisme, mais aussi aux éleveurs pasteurs. Il faut dire que Vétérinaires sans frontières, je vais me concentrer sur la zone de l'Iptako-Gourma. Excuse-moi, j'ai... OK. C'est mon diapo qui ne bouge pas.
je vais structurer ma présentation sur essentiellement 3 points. Le premier point, c'est que je vais faire un petit rappel sur le contexte de la zone du Liptako-Gourma, ainsi que les impacts. Je ne vais pas insister parce que les 2 prédécesseurs l'ont déjà rappelé. Et ensuite, je vais essayer de donner un peu la substance des interventions de VSF en réponse à cette crise qui touche les pasteurs dans cette localité. Et enfin, on fera une petite analyse pour voir est-ce que ces interventions, est-ce qu'on peut les juger suffisantes ou non et pourquoi. Donc, la zone du Liptako, c'est la zone encore appelée la zone des 3 frontières où VSF intervient de façon, en tout cas, j'allais dire intensive, notamment le Burkina, le Mali et le Niger. Nous intervenons également dans 2 autres pays, notamment le Bénin et la Mauritanie. Pour l'instant, ces 2 pays sont des pays, j'allais dire, de croissance. Donc, la zone de Liptako-Gourma, pourquoi? Parce que c'est vraiment une zone qui, j'allais dire, partage les mêmes défis actuellement, notamment le défi sécuritaire. Aujourd'hui, la majorité des incidents sécuritaires qu'on note, c'est autour de ces zones. Mathieu l'a d'ailleurs mentionné. Il y a Barkhane qui est installé dans cette zone et qui essaie en tout cas de supporter les armées nationales pour en tout cas faire face à ces incidents, à ces attaques. Il y a aussi le défi humanitaire. Aujourd'hui, dans cette zone, on a environ 9,4 millions de personnes qui sont en crise humanitaire. Et en tout cas, le Burkina remporte, je veux dire, le chapeau par rapport à ces personnes qui sont en crise humanitaire. Je pense que, si c'est la d'ailleurs appelé, il se tourne autour de 3 millions de personnes. Cette zone également est confrontée à une crise, j'allais dire, de développement, parce qu'il faut le dire, c'est une zone qui a longtemps été abandonnée par la plupart des politiques au niveau national, mais même au niveau régional. J'allais dire que c'est une zone aujourd'hui, si on fait la répartition des fonds au niveau des pays, mais même au niveau national et régional, qui va vers ces zones en matière de développement, j'allais dire que c'est très, très insignifiant. Aujourd'hui également, c'est une zone qui astreint au changement climatique. Nous avons fait un petit inventaire, on a trouvé que la plupart des zones de pâture qui existent dans cette zone de 3 frontières est quasiment dégradée. Et les éleveurs aujourd'hui le disent. Il y a des zones pratiquement, il y a 10 ans, ils pouvaient camper plus de 3 à 6 mois, mais aujourd'hui, ils ne peuvent même plus camper plus de 10 jours parce qu'il n'y a plus de pâturage. Donc, c'est au vu de tout ça que VSF essaie tant bien que mal de mener des actions pour faire face à cette crise qui aujourd'hui s'est beaucoup exacerbée parce que l'impact se ressent surtout au niveau social. Aujourd'hui, on a une désorganisation vraiment sociale des communautés pastorales. La dernière fois, j'ai échangé avec un éleveur pasteur qui m'a dit clairement que eux, aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus comme pasteurs. Ils sont en train d'être confondus. Bon, en fait, c'est le contexte qui est en train de les ramener à devenir des agro-pasteurs. Sinon, eux, ils sont des pasteurs, ils aiment la brousse, ils peuvent aller en brousse, ils vivent en brousse. Mais aujourd'hui, avec cette crise complexe, ils sont obligés de laisser une partie de leur famille. Ils sont obligés de se sédentariser, en fait. Et c'est peut-être le berger qui va en mobilité avec le reste du troupeau. Et pour lui, ce n'est pas un mode de vie vraiment conforme à leur communauté. Sur le plan économique aussi, ces pasteurs, ils sont vraiment désorganisés parce qu'ils ne peuvent plus, avec, je veux dire, l'inactivité des marchés et autres, ils ne peuvent plus avoir accès aux différents marchés, ils ne peuvent plus jouer le rôle véritable d'acteurs économiques. Et ce qui, j'allais dire, est un facteur d'exclusion de ces communautés-là. Ils ne se retrouvent plus comme vraiment des acteurs à part entière qui peuvent contribuer à l'économie locale et partant à l'économie du pays. Donc, VSF suit 3 logiques pour pouvoir apporter des réponses. Il y a
l'intervention d'urgence que nous menons. Urgence pourquoi? Parce que lorsque les communautés sont confrontées à ce genre de crise, souvent ils sont obligés de se déplacer. Ils abandonnent tout ce qui est capital productif dans leur localité pour se réfugier souvent dans des endroits qu'on va qualifier beaucoup plus sécurs. Et ils arrivent dans ces localités sans rien du tout, et sans capital productif, et ils sont, j'allais dire, désorientés complètement. Donc, nous, on essaie de voir, lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire à l'urgence, et pour les hommes, je veux dire les pasteurs, mais aussi pour les animaux. Une fois que cette phase d'urgence, je veux dire, est gérée, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ces communautés de pasteurs. Et pour le faire, nous essayons de reconstituer les moyens d'existence, mais aussi de renforcer les capacités techniques et cognitives et voir aussi dans quelle mesure protéger ces moyens d'existence pour que lorsqu'il y a éventuellement d'autres catastrophes, qu'ils ne perdent pas complètement ces moyens d'existence. Et enfin, nous essayons d'accompagner ces communautés-là à pouvoir, en tout cas, je veux dire, réintégrer de façon socio-économique je veux dire, les autres communautés. En termes de réponse humanitaire, j'allais dire qu'à ce jour, VSF a pu distribuer, en termes de reconstitution du cheptel, un effectif de 39 456 petits ruminants à environ 12 000 ménages qui étaient vraiment dans des situations très difficiles dans cette zone du Liptako-Gourma, notamment au Burkina, Mali et Niger. Le diapo que vous voyez en face de moi, ça concerne essentiellement des actions que nous avons menées en 2019 au niveau de la région du Nord et du Centre-Nord, où environ 3 584 familles de réfugiés ont pu bénéficier de kits de chèvres, de kits maraîchers, mais aussi de renforcement des capacités pour pouvoir en tout cas se relever. Pourquoi une réponse structurelle? Simplement parce qu'on se dit que avant que la crise, j'allais dire, humanitaire n'arrive, c'est comme je l'avais dit, c'était une zone, le Liptako-Gourma, c'était une zone qui, en termes de développement, vraiment, n'était pas nantie parmi les autres. Et pour nous, le pastoralisme, à travers nos actions, peuvent en tout cas contribuer à renforcer le développement de l'économie au niveau de ces localités. Vous savez qu'aujourd'hui, si ces zones constituent, je veux dire, des bastions, des terreaux fertiles pour le recrutement des jeunes, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jadis faisaient de l'élevage les activités principales qui se retrouvent désœuvrés. Désœuvrés parce qu'ils sont astreints, ils sont obligés de se cacher, ils sont obligés soit même d'immigrer parce qu'on les oblige à le faire. Et pour nous, VSF, il faut essayer de revaloriser l'économie pastorale en essayant d'empêcher que ces jeunes-là ne basculent dans le djihadisme. Et pour ce faire, on se dit qu'il faut d'abord régler la question du dialogue social. Et aujourd'hui, nous menons des activités dans ce sens. Et aussi, nous essayons de mettre en place des cadres économiques favorables pour que les jeunes puissent mener les activités en lien avec l'élevage. Et pour cela, on essaie de développer des actions d'aménagement structurantes et on essaie aussi d'accompagner les jeunes à mener des activités génératrices basées sur l'élevage. Donc, une des actions aussi que nous menons pour soutenir le pastoralisme, c'est la santé animale. Il faut dire que c'est le seul service, j'allais dire aujourd'hui, dans le corridor des 3 frontières qui existe toujours, parce que les services de santé humaine ont quasiment dévasé. Mais aujourd'hui, j'échangeais la dernière fois avec un pasteur qui m'a dit, je lui ai demandé comment est-ce que vous arrivez à soigner vos animaux. Il m'a dit, si c'est la santé animale, nous arrivons parce que les vétérinaires qui sont sur le terrain, ils utilisent des agents locaux qui permettent en tout cas à nos animaux d'avoir des soins. Et c'est Vétérinaires sans frontières qui a mis en place ce dispositif.
au niveau du Burkina et du Niger. Et aujourd'hui, j'allais dire que même les services étatiques se basent sur nos services vétérinaires privés de proximité pour pouvoir en tout cas apporter des soins à ces éleveurs pasteurs qui sont au niveau des localités aujourd'hui quasiment inaccessibles. Donc, ici, vous voyez une carte où nous avons essayé d'aménager des couloirs de passage parce que vous savez qu'aujourd'hui, la grande question demeure comment est-ce qu'il faut exploiter ces ressources communes qui sont notamment le foncier pastoral qui est enclin à des discussions profondes, notamment certaines politiques qui disent qu'il faut favoriser l'agropastoralisme et d'autres qui disent qu'il faut tenir compte du pastoralisme dans toutes ces exigences. Et pour nous, pour éviter les conflits qui naissent dans l'exploitation de ces ressources communes, on essaie d'accompagner en tout cas le pastoralisme dans l'aménagement des couloirs de passage qui permettent d'éviter qu'il y ait en tout cas des conflits entre agriculteurs et éleveurs. On essaie aussi d'aménager des ouvrages hydrauliques pour faciliter l'accès à l'eau à ces éleveurs pasteurs qui traversent souvent de longs chemins pour pouvoir en tout cas abreuver leurs animaux. Et ce qu'on fait aussi, c'est de permettre aux éleveurs d'avoir l'information en temps réel sur la disponibilité de ces ressources à travers un numéro vert, un numéro court qu'on a mis en place dans un système vocal interactif. Et l'éleveur, il peut appeler sur le numéro court, qui est le 3448, pour avoir l'information sur l'accessibilité des ressources en eau, là où il peut éviter les conflits, mais aussi là où il peut, en tout cas, cheminer sans, en tout cas, avoir des soucis en matière d'attaque terroriste ou d'attaque de banditisme. Voilà. Donc, la réponse, j'allais dire, pourquoi elle est insuffisante? Parce que simplement, il faut encore beaucoup plus de financement pour pouvoir, en tout cas, développer toutes ces réponses. Il faut beaucoup de financement. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a moins de financement qui va à l'endroit vraiment des activités pour les pasteurs. Et il y a un pasteur qui m'a dit, vous soutenez les éleveurs, mais vous ne soutenez pas les pasteurs. Et pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on ait vraiment un regard particulier aux pasteurs. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Amado, pour ton intervention. Je pense que ça a été très intéressant aussi d'avoir cet avis sur comment les ONG internationales peuvent aussi soutenir les communautés pastorales dans l'atténuation de la crise du Sahel. Maintenant, sans plus tarder, je vais passer la parole à Séverine Delavallée, qui nous rejoint depuis le Parlement, je pense. Voilà. Et donc, il va nous éclaircir un peu sur ce qui se passe au niveau des politiques belges concernant les Sahel. Donc, Séverine, la parole est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait, super. D'abord, vous remercier énormément pour l'invitation à ce webinaire. En tant que députée, je travaille sur les enjeux de solidarité internationale. J'ai moi-même travaillé dans la société civile liée à la solidarité internationale pendant près de 20 ans, mais je n'ai pas eu la chance ni le privilège de me spécialiser sur les questions du Sahel. Et donc, c'est des enjeux relativement récents pour moi et que je trouve particulièrement important et passionnant vu la multiplicité des crises que les populations sahéliennes traversent. Alors, je vais faire assez court, notamment parce que nous sommes toujours en commission pour l'instant à la Chambre. C'est une journée importante de débat sur les notes de politique de nos ministres. Je pense que c'est intéressant de faire un petit tour de ce qui se passe au niveau du gouvernement belge et surtout au niveau du Parlement belge sur ces questions. Peut-être rappeler que la Belgique mobilise l'ensemble de ses instruments de sa politique extérieure au Sahel. La coopération au développement, évidemment, bien sûr, puisque le Niger, le Mali et le Burkina sont des pays prioritaires de la coopération belge.
Ça s'explique notamment par le fait que la Belgique est connue pour avoir une approche spécifique sur les pays fragiles, qui restent les pays prioritaires de sa politique. Alors, concrètement, ça veut dire qu'entre 2017 et 2019, c'est 144 millions d'euros qui ont été investis sur cette région-là. Donc 41% pour l'aide gouvernementale, 34% pour l'aide non gouvernementale et 20% pour l'aide humanitaire. Ça, c'est le premier volet d'action de la Belgique sur cette région. Le deuxième volet, c'est évidemment le volet diplomatique. Depuis 2018, cette dimension a été renforcée et on a actuellement 3 ambassades dans la région, avec une approche très clairement orientée sur la bonne gouvernance et les droits humains. Le troisième volet, c'est le volet sécuritaire. On le sait, le Sahel est la première zone d'intervention de la défense belge, avec environ 200 personnes déployées sur place actuellement, avec un objectif qui est celui de renforcer les capacités militaires des États du G5 Sahel, qui intègre le droit international humanitaire et le respect des droits humains comme ligne directrice de son implication. Ça, c'est pour, en gros, les relations entre la Belgique et le Sahel. Alors, comme vous le savez peut-être, la Belgique s'est dotée d'un nouveau gouvernement après une longue période de crise qui a pris ses fonctions il y a à peine 4 semaines, je pense. Et il est intéressant de noter qu'une des premières actions de notre nouvelle ministre de la Coopération et du Développement, Mme Kettir, a été d'engager 8 millions d'euros supplémentaires en aide humanitaire pour la région du Sahel, à l'appel de la conférence internationale avec l'ONU et le Sahel qui date du 20 octobre. Pour rappel, l'ONU avait appelé à lever 2,4 milliards à ce moment-là, et il y a finalement 1,7 milliard, si mes chiffres sont bons, qui ont été soulevés. Et il y a 14 États membres de l'Union européenne qui ont répondu à l'appel, dont la Belgique, donc avec 8 millions d'euros supplémentaires. Alors, supplémentaire à quoi? C'est supplémentaire à l'aide humanitaire qui était déjà confirmée pour 2020, qui s'élève à 10 millions pour ces 3 pays. Donc, on a en gros une enveloppe de 18 millions pour 2020. Alors, les 8 millions supplémentaires ont été affectés au Mali, au Niger, au Burkina Faso, 2,5 millions d'euros pour le Mali à travers une contribution au CICR, 2,5 millions au Niger, toujours à travers le CICR, et 3 millions pour le Burkina Faso à travers le Haut Commissariat aux réfugiés. La priorité que la ministre a annoncée pour ce soutien supplémentaire, c'est la protection des personnes les plus vulnérables, l'amélioration de la résilience des communautés affectées grâce à des programmes et des projets centrés sur la gestion et la réduction des risques de catastrophes, la sécurité alimentaire et la nutrition. Ça a été la première action de notre tout nouveau gouvernement. Il faut peut-être souligner aussi que dans l'accord de gouvernement fédéral belge, on a pu obtenir qu'il y ait vraiment une approche régionale qui soit développée. Pour l'instant, ce n'est pas tellement le cas dans l'approche de la coopération belge. Et il nous avait paru intéressant de voir que notre gouvernement voudrait travailler sur une stratégie régionale. On sait bien qu'on ne travaille pas de la même façon avec les pays d'Afrique centrale ou avec les pays du Sahel. Et donc ça, c'était une approche qui nous a paru vraiment intéressante. Maintenant, dans la note de politique générale que la ministre met pour l'instant en débat au Parlement, on ne retrouve pas encore spécifiquement sa volonté de mettre en place une politique spécifique pour le Sahel. Ceci dit, elle annonce bien que l'aide humanitaire belge se concentrera sur les régions prioritaires où l'expertise est éprouvée et un suivi est possible, avec une attention spécifique accordée aux crises prolongées du Sahel, donc en spécifiant le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Donc je pense que notre ministre aura à cœur d'avancer sur cette région-là avec un intérêt tout particulier. Ça, c'est pour l'aspect gouvernemental. Au niveau parlementaire, je pense qu'on peut souligner que il n'y avait pas jusqu'à récemment une attention très politique au sens fort du terme sur cette région-là. Et ça change forcément vu l'urgence des crises qui sont vécues dans cette région. Et donc peut-être déjà mentionner que
il y a justement eu déjà un débat en séance plénière du Parlement le 22 octobre autour de l'annonce de Mme Kittir, notre ministre de la Coopération, d'allouer 8 millions d'euros supplémentaires. Donc ça, c'était un débat intéressant. Mais on a aussi eu en octobre une commission conjointe entre la commission Relations extérieures et la commission Défense pour aller vraiment plus en profondeur sur la compréhension que nous pouvons avoir à partir du Parlement des crises multidimensionnelles qui sont vécues au Sahel. Et donc, je ne vais peut-être pas être exhaustive, mais on a quand même passé une grosse demi-journée en présence du représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, de plusieurs de nos représentants du SPF Affaires étrangères, avec les différentes facettes, DGD, mais aussi Direction générale des affaires multilatérales, et aussi avec une représentation de la société civile du Burkina Faso, ce qui était important pour beaucoup de députés parmi nous, de faire intervenir directement la société civile sahélienne dans ces débats. Je pense que ça a été un moment important pour augmenter notre compréhension des enjeux et de pouvoir nous donner les outils d'accompagner la révision de la stratégie belge sur le Sahel qui est en cours de révision, mais aussi notre capacité à partir du Parlement belge à suivre la révision de la stratégie européenne pour le Sahel. Alors maintenant, quels sont les enjeux qui nous attendent vraiment pour les semaines qui viennent à partir du Parlement? Ça va justement d'être de clarifier comment est-ce que ce processus de révision des stratégies européennes et belges vont pouvoir être mis en place. Qui va pouvoir y participer? Quelle implication des parlementaires, tant au niveau européen qu'au niveau belge? Et évidemment, surtout, quelle implication des sociétés civiles du Sahel et des sociétés civiles spécialisées au niveau belge. Là-dessus, nous, on n'a pas encore une vision très, très claire. Et donc, ce sera des questions que j'ai déjà pu déposer à notre ministre pour pouvoir avancer dans les semaines qui viennent. Un autre point d'importance vraiment crucial pour beaucoup de parlementaires aujourd'hui, c'est essayer aussi de voir comment est-ce que la stratégie coopération et développement et la stratégie de défense se renforcent l'une l'autre, mais sans se superposer. Nous avons, je pense, un vrai souci de garantir un soutien de la Belgique sur ces deux volets, en plus du volet diplomatique, bien entendu, mais de garantir qu'il n'y ait pas trop de zones grises entre les deux, que ce ne soient pas les acteurs de coopération et développement qui se mettent à assumer les missions de la défense et inversement. Pour ça, il nous semble que c'est un débat qui est important et pour lequel le Parlement doit être tout à fait impliqué et pouvoir contribuer de façon la plus transparente possible. Un volet très important aussi pour beaucoup de groupes parlementaires aujourd'hui en Belgique, c'est la question de la lutte contre la faim. Vous savez que le Parlement, vous le savez ou vous ne le savez pas, le Parlement belge a été particulièrement proactif à mettre à l'agenda de la coopération au développement l'agriculture et la lutte contre la faim. Normalement, l'aide publique au développement doit allouer 15% de ses ressources à l'agriculture avec une approche spécifique de lutte contre la faim. Alors, jusqu'ici, la dernière législature, on n'a pas été tout à fait satisfait de la partie lutte contre la faim spécifiquement qui a été allouée à travers cette stratégie. Même si beaucoup de choses très, très intéressantes ont été faites par les différents acteurs de la coopération au développement, mais ça va être quelque chose sur lequel les parlementaires seront soucieux d'avoir un suivi parce qu'on a remis en place un groupe de travail spécifique sur la lutte contre la faim et nous avons pu obtenir de notre nouveau gouvernement que l'agriculture paysanne, que tout ce qui est modèle agroécologique soit vraiment au cœur de ces stratégies. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les pays fragiles, c'est ces leviers-là qui doivent être prioritairement actionnés pour répondre aux besoins fondamentaux des populations les plus victimes d'abord des problèmes sécuritaires, mais aussi bien sûr du changement climatique. Donc ça va être un peu le cap que le Parlement belge, dans sa diversité, va essayer de se donner dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et je pense que je peux m'arrêter là à ce stade et voir si il va y avoir des questions. Et malheureusement, je ne peux pas rester très, très, très longtemps parce que je dois retourner en commission pour le suivi des votes, des débats en cours. Mais je vous remercie beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Séverine, de votre intervention. Je pense que ça a été très intéressante et ça nous permet aussi de voir un peu le contexte politique actuel qui permet de mieux centrer le débat actuel qu'on est en train de mener aujourd'hui. Donc voilà, on vient d'entendre toutes les interventions, maintenant tous les intervenants. Donc je propose qu'on passe à la session questions-réponses. Je pense qu'on peut prendre d'abord les questions qui sont plutôt dirigées vers vous, Séverine, comme ça vous pouvez continuer vos activités. Et donc quand je regarde aussi dans l'option questions-réponses, je vois qu'il y a une question spécifique donc par rapport au soutien donc, de la Belgique à la force Takuba. Donc, de voir un peu comment vous montez la réponse militaire orchestrée par la France. Voilà, et donc je pense que ça a été aussi discuté lors de la session au Parlement il y a 2 semaines. Je suis en train de regarder s'il y a encore des questions spécifiques pour vous. Voilà, là encore une question. Donc, quels sont les budgets alloués actuellement par notre gouvernement pour l'aide au développement en pourcentage au produit brut national et atteignons-nous la balise de 0,7% du PIB, donc comme ce qui est stipulé aussi, je pense, dans plusieurs documents. Donc voilà, ça, je pense que ce sont des questions qu'on peut peut-être déjà, que vous pouvez déjà répondre maintenant. Et après, Oui. on va continuer avec les autres. Alors, je vais commencer par la seconde, qui est plus ma zone de confort, parce que je suis les travaux parlementaires sur les enjeux de coopération au développement. Alors non, la Belgique n'est pas du tout à la hauteur de ses engagements de 0,7% de son revenu national brut alloué à l'aide publique au développement. Nous sommes même plutôt parmi les pas très très bons élèves au niveau européen, parce que nous sommes descendus en 2019 jusqu'aussi bas que 0,42%. Donc on est vraiment très en deçà. Nous avions un ministre qui avait mis beaucoup l'accent sur l'efficacité de l'aide, mais pas énormément sur le montant alloué. Alors il est vrai que le nouveau gouvernement s'est engagé à continuer à tendre vers les 0,7%, sans spécifier si la croissance serait déjà actée à partir de 2021. Mais donc, nous sommes plusieurs groupes parlementaires à être absolument attentifs à cette question, mais je crains fort que nous n'arrivions pas à 0,7 immédiatement, et l'accord de gouvernement annonce qu'on devra y arriver d'ici 2030. Donc, on devra rester extrêmement attentif avec la société civile à ce que cet engagement soit soutenu par notre gouvernement actuel et encore par celui qui le succédera en 2024. Donc non, on ne fait pas partie des très bons élèves, alors qu'on fait partie des pays les plus riches au monde, et donc je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Sur la question de la stratégie défense, je suis malheureusement assez mal outillée pour pouvoir y répondre. Et donc je préfère, si vous le voulez bien, qu'on me renvoie la question et qu'avec mon collègue qui suit les enjeux en défense, on puisse vous faire une réponse par écrit le plus rapidement possible, si c'est OK pour vous. Merci beaucoup, Séverine, pour ces réponses. Et je pense qu'on peut aussi, si jamais il y a des questions qui ne peuvent pas être répondues aujourd'hui, on peut vous envoyer la réponse pour toutes les questions. Donc, que ce soit pour Séverine ou pour les autres intervenants, il ne nous reste que très, très peu de temps et je vois qu'il y a encore beaucoup de questions à répondre. Mais donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer d'y répondre et vous envoyer les réponses par la je vois qu'il y a plusieurs réponses aussi, questions sécuritaires, et notamment
Est-ce que vous avez des inégalités horizontales et verticales ainsi que leur impact? Puis il y a encore une autre question. Est-ce qu'on peut dire que tous les groupes combattants relèvent de ces deux grands groupes djihadistes? Je sais pas, est-ce que ce sont deux questions que vous ça après? J'ai pas entendu, ça a coupé, mais je présume que du coup, tu me demandais d'y répondre. Oui, voilà, tout à fait. Alors, très rapidement sur ces deux questions, hein, les inégalités verticales, c'est en gros les inégalités qu'il y a entre tous les individus au sein d'une société, donc souvent d'ordre économique et généralement de manière non ciblée, alors que les inégalités horizontales, c'est entre groupes de population, ça va être des communautés, un groupe social, un territoire également. Donc ça se traduit aussi par des marginalisations qui sont généralement davantage le fruit de politiques publiques ou d'intentions politiques. Sur l'appartenance des groupes djihadistes, oui, à l'échelle du Sahara central, on va dire, Sahel central, ils appartiennent tous à l'un ou l'autre, exception faite du Nigeria et du lac Tchad, où là, il y a la branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, il y a le groupe de Abou Bakr Shekau, il y a un autre groupe qui s'appelle Ansarou. À l'échelle du Sahel, à l'exception d'un petit groupe qui se dit autonome dans l'IAGA au Burkina Faso, généralement, tous les groupes sont affiliés à l'État islamique au Grand Sahara ou à JNIM, chaque unité pouvant ensuite, à l'intérieur de ces groupes, avoir une plus ou moins forte autonomie d'action. Je vais passer juste très rapidement sur la question du dialogue. Delina, on pourra éventuellement en parler directement, parce que je pense que c'est un peu éloigné du thème du pastoralisme. Mais en gros, par rapport à ce que tu demandais, oui, les États n'ont aucune difficulté à prendre contact avec des acteurs dits intermédiaires ou des combattants de base. Et ils le font d'ores et déjà en essayant ce genre de stratégie. Et pour le portage de ces dialogues, bien évidemment, ils doivent se faire au plus haut niveau et surtout sans dissonance entre les acteurs étatiques. Si on prend le cas du Mali, où il y a eu des tentatives de dialogue qui ont été amorcées, bien souvent, on voit qu'il y a différents canaux qui sont engagés et ces canaux peuvent se concurrencer. Donc, ça ne va pas du tout dans le sens d'un dialogue qui peut être efficace. Je terminerai juste sur la question relative au banditisme. De Issaka. Oui, effectivement, le banditisme est très très important, mais aujourd'hui au Sahel, il y a rarement le fait d'individus isolés. En fait, la plupart des bandits sont rattachés à des groupes armés pour la simple et bonne raison que ces groupes armés ne laissent pas beaucoup de latitude à ces groupes d'opérer de manière individuelle. Si on prend le cas, par exemple, du vol de bétail, qui est sans doute la filière de criminalité la plus répandue et surtout la plus organisée aujourd'hui dans tout le Sahel, sans exception, c'est souvent l'œuvre de groupes armés, que ce soit des groupes d'autodéfense qui sont très très impliqués dans ces actions, ou aussi des groupes signataires pour le Mali, ou même des individus qui se revendiquent du djihad, mais qui en fait se servent de ça comme alibi pour perpétuer leurs actes de banditisme. Juste une ligne sur le kidnapping for ransom que vous mentionnez, il est quand même très très limité aujourd'hui au Sahel. Si on prend le Burkina, le Mali et le Niger, c'est très très limité pour l'instant, à l'exception bien évidemment du nord-ouest du Nigeria et de la bande frontalière qui va de Maradi à Douchi côté nigérien, où là effectivement c'est devenu une véritable industrie qui touche d'ailleurs de très près la problématique du pastoralisme, on aurait pu le mentionner dans le cadre de ce webinaire. Et je pense que c'est précisément en luttant contre cette criminalité, le vol de bétail, que les forces de défense et de sécurité, y compris d'ailleurs à l'échelle du G5, pourraient regagner du crédit et de la légitimité auprès des populations. Que ce soit d'ailleurs les agropasteurs ou bien même les éleveurs mobiles, parce que toutes les populations qui vivent de l'élevage, y compris les agriculteurs, sont touchées par le vol de bétail. Et c'est ça qui est assez intéressant à souligner. Une toute petite dernière ligne sur la haute autorité à la consolidation de la paix, parce que je connais assez bien cette institution. Cette institution a pour principal atout d'être la seule institution à l'échelle du Sahel qui a une véritable approche intégrée. Et ça, c'est en soi déjà un point fort et qui mérite d'être mentionné. Pour répondre à la question spécifique de si elle intervient sur la question du pastoralisme, la réponse est oui. Mais sa grande difficulté, notamment pour la région de Tillabéri où la HACP intervient, c'est que le problème qui se pose dans la région de Tillabéri n'est pas seulement entre
agriculteurs et éleveurs, même si cette question s'est posée et se pose toujours, mais c'est aussi et surtout entre éleveurs, entre éleveurs issus de communautés Peul et de communautés Touareg. Et pour la Haute Autorité à la conciliation de la paix, il est vraiment très difficile d'intervenir sans s'aliéner ou sans susciter de critiques d'un de ces différents groupes, que ce soit les sédentaires, les éleveurs Touareg ou les éleveurs Peul, qui ont des agendas pour l'instant différents et que la HACP peine à réconcilier. Et je dirais que de manière aussi générale, et c'est très important, la plus grande difficulté pour la HACP, c'est de réussir à assurer une continuité de son approche. Particulièrement donc son approche qui est basée sur la non-violence, sur le dialogue, sur la démobilisation, sur l'intégration aussi, à travers aussi des processus de discrimination positive qu'elle revendique. La continuité est extrêmement difficile, notamment quand les opérations militaires dominent l'agenda, comme c'est le cas depuis le début de l'année 2020, où on voit que dès lors que l'approche militaire est privilégiée, la place qui est laissée à des approches non violentes vers le dialogue, comme le préconise la HACP et essaye de le mettre en œuvre, ces initiatives-là sont devenues de plus en plus difficiles. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Je vois que vous avez répondu à la plupart des questions, en fait. Il y a encore quelques questions aussi pour Abbas, spécifiquement. Donc, Abbas, je ne sais pas si tu veux les prendre maintenant. Oui, je vais très rapidement parce que je dois après filer pour un petit truc. Okay. Je commence juste pour ajouter sur ce que Mathieu dit par rapport à la HACP. Elle fait partie des institutions étatiques les plus crédibles. Elle est bien acceptée des communautés, évidemment, parce qu'elle est la seule en mesure de se déployer partout sur les territoires nationaux, y compris au niveau des zones les plus reculées. Évidemment qu'il existe d'autres dispositifs qui sont pérennes et d'autres qui sont ad hoc pour pouvoir, aussi bien en termes de réflexion, d'analyse, on a des centres nationaux de recherche, d'études stratégiques et de sécurité qui a quand même comme mission de pouvoir réfléchir sur des thématiques de ce genre et faire des propositions au gouvernement, à l'État de façon générale. Et ce centre est attaché à la présidence de la République. On a aussi de façon, on a même une stratégie de sécurité et de développement des zones sahélo-sahariennes. Donc, il y a plein de dispositifs, mais tout ça, comment ça fonctionne. En tout cas, la HACP a le mérite qu'elle est très pragmatique et elle va sur le terrain et elle est très bien appréciée. Il y a tous les dispositifs aussi du Code rural qui prévoit des mécanismes de prévention et gestion des conflits à partir de la base du village, à travers des commissions foncières de base, jusqu'au niveau national, en passant par le niveau communal, départemental et régional, avec une multitude de comités. Mais tout ça n'est pas véritablement opérationnel ou le fonctionnement n'est pas satisfaisant, des fois étant dépassé par les événements. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, deuxième question, c'est si les États du Sahel ont les moyens de faire des investissements suffisants dans les zones pastorales, la question, on peut la poser sur n'importe quel domaine qu'on va considérer le domaine de vie par rapport à ces pays. Mais à mon avis, avec tous les appuis dont on parle aujourd'hui, dont on annonce, et toutes les stratégies dont on parle par rapport au Sahel, avec un accent particulier sur ces zones pastorales, je crois qu'il y a pas mal de moyens qui pourraient être utilisés dans le sens véritablement de satisfaire certains besoins les plus essentiels, mais il faut que cela soit fait dans un cadre ordonné, avec une vision claire de où on va, sur la base évidemment de l'analyse profonde de ce qui n'a jusque pas là véritablement marché et comment il faut faire que ça marche mieux. Même les partenaires essayent de se mobiliser et de se coaliser à la coalition internationale pour le Sahel quand même. Il y a avant l'Alliance Sahel, et vous prenez le G5 Sahel, donc qui est partenaire de l'Alliance pour le Sahel, il y a énormément de fonds, de programmes à l'échelle régionale, à l'intérieur des pays, que de mon point de vue, c'est beaucoup plus une question actuellement d'organisation et
des méthodes et des visions vraiment pour ces pays qui se posent. Et ça nécessite évidemment des réformes politiques ou autres. Voilà. Dernier point que je souhaite aborder. Voilà, bon, il y a une partie de la question, est-ce que les États ne sont pas dans la stratégie de sédentariser les peuples pasteurs? J'en doute fort, le débat peut se poser ou la question peut rester posée, mais à partir du moment où, par exemple, pour le cas du Niger, l'article 3 de l'ordonnance relative au pastoralisme dit clairement que la mobilité est un droit fondamental des pasteurs, donc je ne vois pas, enfin, ça peut au moins servir de base sur laquelle on peut toujours se fonder pour défendre jusqu'à justement défendre ce mode de faire et de vivre. Et j'en profite pour terminer sur la dernière question relative au pastoralisme comme mode de vie. En fait, ma prétention n'est pas de le considérer simplement comme mode de vie. Évidemment, il peut faire l'objet de ce que l'auteur de la question a dit, instrumentalisation. Je voudrais simplement attirer l'attention qu'il n'est pas que mode de production, donc c'est aussi un mode de vie. Et c'est l'aider à considérer de mon point de vue, et c'est ça qui permettrait d'avoir justement cette approche qui soit économique, mais qui soit aussi culturelle et peut-être même politique, pour que, évidemment, tous les acteurs puissent se retrouver et qu'on ne néglige pas un pan de la chose et que voilà en fait ce que je voudrais dire. Donc c'est l'un et l'autre pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. Merci. Merci beaucoup Abbas. Je vois aussi qu'on est en train de dépasser l'heure. Peut-être encore une question aussi pour clôturer qui est assez intéressante et peut-être qu'Amadou, tu pourrais y répondre. Il y a une question notamment par rapport à une relance qu'on voit effectivement avec un réinvestissement par rapport à l'aide au développement dans les milieux arides sahéliens. Et quel est donc votre avis? Donc, quel est ton avis par rapport à ça, Amado, sur les modalités de cette relance? Donc, est-ce que tu vois un changement des référentiels, des politiques, des actions publiques en absence d'un changement de ces référentiels? Et je cite, cette relance ne risque pas plus d'entretenir les crises et leurs déterminants plutôt que de contribuer à les résoudre, donc à résoudre les problèmes, je suppose. Je ne sais pas, Amadou, est-ce que c'est une question que tu aimerais prendre? Ton micro est toujours en off. Ouais. Donc peut-être qu'il y a certains problèmes de connexion. Amadou, tu es là? Oui, je suis là. Donc, pour ma part, je pense bonjour. que... Donc, Amadou, tu... Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je dirais que c'est les référentiels politiques au niveau national. C'est vrai qu'à Maputo, on exigeait à ce qu'au moins 10% des budgets nationaux soient consacrés au volet agricole, je dirais agricole avec grand A. Mais le véritable souci, c'est que les sectoriels, même qui s'occupent du volet élevage, se laissent souvent, j'allais dire, noyer face au grand A. Et pour moi, il faut que ces référentiels puissent vraiment distribuer tout ce qui est financement en lien à l'agriculture avec petit a et à l'élevage aussi avec petit e. Et je crois que si nos référentiels sont revus dans ce sens, il y a assez de financements qui pourront aller vers le secteur de l'élevage. Pourquoi pas, en tout cas, créer un véritable changement pour que ce secteur soit vraiment un pilier, un levier pour contribuer au développement de nos États. Merci beaucoup, Amadou. Je constate qu'il y a encore beaucoup de questions. Oh, pardon, tu as fini? Oui, j'allais dire qu'aujourd'hui, le constat est amer parce que quand on regarde les budgets qui vont
à ce secteur agricole. Au Burkina Faso, nous sommes à moins de 1% du budget national qui est alloué à ce secteur. Et je crois que même dans les autres pays, c'est pareil. Et il faut que les plaidoyers aillent vraiment dans ce sens pour qu'il y ait beaucoup plus de ressources qui va vraiment au niveau de ce secteur élevage et agriculture, quoi. Et les référentiels doivent vraiment tenir compte de cela. Merci beaucoup, Hamadou. Okay. Je pense qu'on peut les répondre aux autres questions par écrit. Donc, on peut envoyer les réponses aux questions à tous les participants par après, parce que sinon, on risque de trop dépasser les délais. Donc, je vous remercie tous pour votre participation. Donc, Mathieu, Cissé, Abbas, Amadou et Séverine, vos interventions étaient très, très intéressantes. Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui. Je vois aussi que Séverine s'est déconnectée parce qu'il y avait d'autres activités qui étaient prévues. On verra le compte-rendu du webinaire ainsi que des réponses aux questions qui n'ont pas été répondues. Donc, et les contenus des présentations, donc, vous sera aussi communiqué par la suite. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. Voilà, donc merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à plus tard.